Alors, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce lundi 13h. Après l'inhumation du Premier ministre, place aux prières pour le repos de son âme. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire confie à Amadou Gon Coulibaly au Seigneur une prière d'action de grâce initiée. Un moment d'adoration pour apporter consolation et soutien à la famille. Les fidèles du temple jubilé de Cocody ont aussi prié pour la stabilité dans le pays. La lutte contre la Covid-19 continue. La pandémie n'est pas terminée, même si le pays enregistre ces derniers jours un nombre élevé de personnes guéries. Hier, on comptait 207 nouvelles contaminations. Nous sommes désormais à 14 119 cas confirmés. Le ministère de la Santé rappelle aux populations le respect des gestes barrières afin d'arriver à bout de la maladie. Et puis au Sénégal, les appartements de Bibo Bourgi, désormais mis en vente par l'État sénégalais, co-accusé de Karim Wade, l'homme d'affaires, avait écopé de 5 ans de prison en 2015, une condamnation pour complicité d'enrichissement illicite. Son avocate se dit choquée et dénonce un procès politique. Une nouvelle semaine qui débute après les obsèques du Premier ministre ce week-end à Korogo. Les prières s'enchaînent pour le repos de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly. L'Église méthodiste unie a organisé hier dimanche une prière d'action de grâce au temple jubilé de Cocody. Des membres du gouvernement étaient présents. Des bénédictions formulées à l'endroit de sa famille biologique. Les fidèles ont aussi prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. C'est un autre acte de compassion et de soutien à la Côte d'Ivoire suite à la perte de son Premier ministre que l'Église méthodiste unie vient de poser. Après avoir pris part à l'hommage de la nation à l'illustre disparu, l'Église a organisé une prière d'action de grâce afin de préserver l'unité du pays. Nous ne sommes qu'une seule et même nation. Notre héritage, notre richesse, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons tout faire pour préserver dans ce pays la paix et la sécurité. C'est l'essence de cette prière d'action de grâce. Toi qui as le secret de la consolation et sur les larmes des yeux, fortifie, encourage, donne, Seigneur, à la famille de s'élever au-dessus de ce qui se passe dans le monde. Les chrétiens méthodistes ont également prié pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui perd ainsi un précieux collaborateur dans la gestion des affaires de l'État. Nous savons ce que représente pour lui cette disparition. Seul Dieu peut le consoler et l'aider à continuer d'assumer ses tâches. Seul Dieu peut le garder, le soutenir, lui accorder sa présence par rapport à l'exercice de ses responsabilités. Recueillement, chants et prières ont été adressés à Dieu pour qu'il étende sa main de grâce sur la famille du défunt. Un signe d'attachement de ses fidèles au Premier ministre qui fut, pour plusieurs d'entre eux, un modèle. Cette douleur où nous perdons notre Premier ministre, cet homme de devoir, celui autour de qui s'articulaient les actions du gouvernement, il était bon de nous tourner vers notre Seigneur, qui est le seul à même de nous apaiser, de nous soutenir. Il était toujours au travail, nous que le connaissons bien. Et nous voulons dire merci au Seigneur de l'avoir connu. Mais surtout, après qu'il soit enlevé, parti brutalement, il va falloir demander à Dieu de fortifier la famille. Notons que cette prière d'action de grâce qui s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire est une initiative du gouverneur Robert Begré-Mambé, fidèle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui continue aussi la lutte contre la Covid-19. Le pays met l'accent sur la sensibilisation afin d'arriver à bout de la maladie. La Côte d'Ivoire a enregistré hier 207 nouvelles contaminations. Le bilan à ce jour donne au total 14 119 cas confirmés, dont 8 366 personnes guéries. Comme on le voit, la pandémie n'est pas encore terminée. Les autorités sanitaires appellent à l'implication de tous. Le directeur général de la Santé a fait le point hier. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 19 juillet 2020, 207 nouveaux cas de Covid-19 sur 1137 échantillons prélevés, soit 18,2% de cas positifs.
366 guéris et 1 décès. Nous avons déploré un décès ce jour. Il s'agit d'un patient de 52 ans décédé au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Trècheville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 19 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 14 119 cas confirmés, dont 8 366 personnes guéries, 92 décès et 5 661 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 83 753. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs publics et privés de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. N'hésitez pas à vous rendre dans les centres d'accueil et dépistage Covid-19 si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Sur cette pandémie, justement, le gouvernement fait le point au quotidien de sa gestion. La Côte d'Ivoire enregistre ces dernières 24 heures un nombre élevé de guéris. Mais les autorités sanitaires rappellent, la Covid-19 est toujours active. Les populations invitées à observer les gestes afin d'arriver à bout de la maladie. Les collectivités prennent aussi des dispositions. Jean-Marc Diadji. Briser la chaîne de transmission de la pandémie de la Covid-19 est un défi à relever pour les collectivités locales et les organisations religieuses. Pour eux, la sensibilisation sur le respect strict des gestes barrières et le soutien aux populations vulnérables sont des actions à encourager. La sensibilisation à Sanguiné a débuté par la mise en pratique des mesures d'hygiène en collaboration avec le sous-préfet et le médecin de la commune. Les marchés hebdomadaires de Sanguiné et Gotonguiné 1 ont été fermés durant 4 jours pour une désinfection et l'installation de kits de lavage de mains. Malgré la position de la commune sur l'axe international Côte d'Ivoire-Libéria, aucun cas de Covid-19 n'a encore été déclaré. Nous faisons la sensibilisation des groupements féminins au cours des cultes, au cours de nos réunions et aussi par message. Nous soutenons les personnes affectées par des dons. Abidjan, épicentre de la Covid-19, connaît une augmentation continue de cas confirmés. Avec un taux de positivité allant de 20 à 25%, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique se félicite de l'augmentation de personnes guéries et de la qualité de la prise en charge des malades par le personnel soignant. On note une augmentation significative des personnes déclarées guéries au terme de leur prise en charge, avec un taux de guérison se situant actuellement entre 52 et 59% des cas et une létalité toujours stable autour de 0,7% des cas dépistés, témoignant de la qualité de la prise en charge par les professionnels de la santé. Quant à l'adoption des mesures anti-Covid, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle les populations à l'ordre. Ils sont encore appelés à la vigilance et à la prudence. Le coronavirus n'a pas encore disparu de notre pays. L'allègement de certaines mesures restrictives, indispensables pour un retour à la normalité du cours de la vie, souhaité par beaucoup d'entre nous, ne doit pas nous faire penser le contraire. À ce 118e bilan sécuritaire national, les forces de l'ordre se disent déterminées à faire respecter les mesures en vigueur édictées par le gouvernement. Pour le constat dans les différentes communes, ils se disent satisfaits. Il nous paraît impératif, au nom de M. le ministre de la Sécurité et de la Défense, d'indiquer à tous et à toutes que les forces de défense et de sécurité poursuivent sans relâche les opérations de contrôle et de surveillance du respect des principes édictés dans les établissements recevant du public, notamment les maquis, restaurants et hôtels, qui donnent ce qui suit dans les communes d'Adiamé,
Marcory, Abobo, Yopougon, Cocody, Port-Boué et Koumassi dans la période allant du 9 au 15 juillet 2020. Maquis contrôlés, 149. Restaurants contrôlés, 91. Hôtels contrôlés, 56. Bars contrôlés dans le cadre du suivi de la mesure de fermeture qui les frappe, 50, qui sont tous fermés. Au constat général, le point du respect des mesures sécuritaires est quasi satisfaisant dans ces établissements visités. La fermeture des bars, boîtes de nuit et salles de spectacle est encore maintenue dans le Grand Abidjan, selon le commissaire Bleu Charlemagne. Voudrions, ce faisant, au nom du directeur général de la police nationale, du commandant supérieur de la gendarmerie ivoirienne et du chef d'état-major général des armées, rappeler et insister, afin que nul ne l'ignore, sur le caractère national de la mesure du maintien de la fermeture des bars, cinémas, boîtes de nuit et salles de spectacle jusqu'à nouvel ordre. La lutte contre la propagation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire oblige, face à ces mesures, l'implication de tous les acteurs. Et les actions de soutien se multiplient dans la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le laboratoire Oléa fournit des produits pharmaceutiques au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Cette structure veut ainsi soutenir et protéger le personnel soignant des établissements sanitaires publics dans la prise en charge des patients. Un autre virus est lui aussi tout aussi actif, le sida. Les journalistes étaient en formation. Les hommes des médias exhortés à s'impliquer davantage dans la lutte contre la pandémie. Ils sont appelés à apporter leur contribution afin de briser la stigmatisation et promouvoir la prévention. Des détails avec Patricia Omouetia. À l'ouverture, plusieurs orateurs, notamment des médecins. Ils se sont succédés à la tribune pour expliquer à l'auditoire les relations entre les médias et le VIH, un aperçu global sur la prévention du VIH et enfin sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il faut éviter donc l'alcool, il faut éviter les alliances contre nature, c'est-à-dire l'homosexualité. Et nous, en tant que personnes professionnelles des médias, nous allons, dans l'exercice de nos fonctions, essayer de ventiler ces messages. Selon le professeur Ebois, les premiers cas de VIH sont apparus en Côte d'Ivoire en 1985. Aujourd'hui, environ 430 000 personnes vivent avec le virus, dont 277 000 femmes et 31 000 enfants. 2020 était l'année au terme de laquelle on devait atteindre certains objectifs. Il s'agissait de réduire de 50% le nombre de nouvelles infections, de réduire de 75% le nombre de décès liés au sida et de réduire la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH. À quelques mois donc de la fin de 2020, il était important pour nous de faire un petit bilan et surtout de nous appuyer sur les organes de presse pour que vous soyez le vecteur, la courroie de transmission pour porter le message à la population pour dire que nous ne sommes pas encore au terme de la lutte. La lutte contre le sida doit continuer. En somme, les orateurs ont indiqué que les médias peuvent efficacement contribuer à la lutte contre ce fléau, non seulement grâce à des comportements et pratiques responsables individuels, mais aussi en faisant la promotion de la prévention au quotidien, en facilitant l'accès aux services de prise en charge et en combattant toute forme de stigmatisation. Aïssa Tchonanyo nous emmène voir une autre formation des journalistes, les professionnels des médias en ligne en formation. Le ministère de la Communication veut rendre viable le secteur du numérique. Améliorer la qualité éditoriale, accroître les revenus et soutenir l'engagement par la motivation, les médias numériques. Ces thèmes ont fait l'objet de 2 jours de formation des professionnels de la presse en ligne à l'Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication. ISTC à Cocody. Une formation initiée par le ministère de la Communication et des médias. En initiant cette formation, l'idée étant de donner les rudiments à ces nouveaux médias-là, de pouvoir donc s'asseoir efficacement pour faire le travail d'information, le travail des services publics d'information. Les entreprises de presse en ligne sont fragiles, faute de modèles économiques viables. Ces 2 jours de formation ont donc été l'occasion
de montrer des mécanismes aux professionnels en vue de pérenniser leurs activités. L'entrepreneur des médias numériques doit s'adapter à ces évolutions continuelles, perpétuelles. Et donc, on essaie chaque fois, lors de ces différentes formations, de ces séminaires-là, de montrer un peu les différentes évolutions qu'il y a. Pour les apprenants, ce renforcement des capacités est la bienvenue. Avec les rudiments que nous venons d'avoir, les uns et les autres auront ou seront mieux appréciés ces modèles économiques et également aider à avoir un contenu de qualité. Les informations vont très vite, c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Donc la place que nous occupons, si le ministère reconnaît ça, nous sommes partants avec le ministère. Au niveau du ministère, je pense qu'on a des difficultés à nous situer. Les conditions au FSDP sont vraiment difficiles. Donc si aujourd'hui le ministère même se rend compte de nos difficultés et que le ministère veut donner un coup de pouce à nous, médias en ligne, je pense que c'est une bonne opportunité. Le directeur général de l'ISTC, Alfred Damoussa, qui a assuré l'ouverture des travaux, a exhorté les professionnels des médias numériques à faire bon usage de la formation reçue afin de rendre dynamique et viable ce secteur. Et la RTI, c'est aussi sa station régionale de Bouaké, au centre du pays. Le directeur général du groupe veut offrir un meilleur cadre de vie et de travail aux agents. Fosseni Dambélé s'inquiète de l'état d'avancement des travaux de construction de la cantine et des nouveaux bureaux de RTI Bouaké. Un investissement d'environ 50 millions de francs CFA. Soro Corona. La station régionale de RTI Bouaké aura très bientôt une cantine. Une cantine pour améliorer les conditions de travail des agents en leur permettant de se restaurer sur place. Pour voir de plus près l'état d'avancement des travaux, le directeur général de la RTI, Dambélé Fosseni, a fait le déplacement. Le premier responsable de la Maison Bleue s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Nous avons pu constater que les travaux avancent. Le gros œuvre est quasiment achevé. Le carrelage et les travaux de finition sont en cours. Donc, dans environ un mois, eh bien, les collaborateurs ici à Bouaké auront une cantine qui leur permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail. Dambélé Fosseni et sa délégation ont également visité les travaux de construction des nouveaux bureaux, ces nouveaux locaux pour désengorger les bureaux existants. Le directeur général de la RTI a rassuré ses collaborateurs de la reprise rapide des travaux arrêtés du fait de la pandémie à coronavirus. Dambélé Fosseni a encouragé le personnel de la station régionale à plus de détermination afin de relever de nouveaux défis, ceux de la qualité et de la concurrence. La plateforme est déjà achevée également, mais tout cela va s'achever dans les mois à venir pour permettre de répondre aux attentes de nos amis et collaborateurs. Nous avons un devoir de résultat, un devoir de proposer le meilleur aux auditeurs et aux téléspectateurs. Et nous invitons, comme toujours, nos amis et collaborateurs à donner le meilleur. La cantine de RTI Bouaké va coûter plus de 50 millions de francs CFA. Ce restaurant sera aussi ouvert au public. Alphabétisation, l'UNESCO veut apprendre à lire et à écrire aux femmes. La représentation en Côte d'Ivoire remet des certificats et des smartphones à 260 commerçantes à Port-Bouët. Il s'agit d'un projet d'apprentissage via les outils numériques, un programme d'autonomisation des femmes qui vise plusieurs villes du pays. C'est ce que nous dit Jean-Marc Diadi. 260 commerçantes du marché de Port-Bouët reçoivent leur diplôme et leur smartphone après 2 ans de cours d'alphabétisation. Une action conjointe de la représentation de l'UNESCO en Côte d'Ivoire et d'une entreprise agroalimentaire. Objectif de cette initiative, apprendre aux femmes entreprenantes et analphabètes du district d'Abidjan à lire et à écrire. Dans mes activités, ça va beaucoup m'aider parce que si quelqu'un vient payer quelque chose, au moins je saurais calculer et prendre note, enfin écrire pour qu'il y ait une trace demain. Les récipiendaires ont été formés, notamment en comptabilité et en gestion des stocks. Ce programme d'alphabétisation initié par l'UNESCO et ses partenaires a affiché à Port-Bouët un taux de réussite de 78%. Ce projet est l'occasion pour ces femmes d'être autonomes. Pour l'UNESCO, c'est un plaisir et une priorité d'alphabétiser les femmes qui le souhaitent, qui le demandent et qui sont volontaires parce que vous savez que c'est un très gros effort à soutenir pendant presque 9 mois, en plus de sa vie professionnelle et de sa vie familiale. Plus que 85% n'ont jamais été à l'école. Seulement 10% ont un niveau CP et seulement 5% ont un niveau CE.
Ça veut dire que, sachant et comprenant tout ce que ces femmes fortes font, les questions d'alphabétisation deviennent très très importantes. Au total, plus de 600 commerçantes ont été formées par l'UNESCO dans le district d'Abidjan. L'opération d'alphabétisation s'étendra à l'intérieur du pays. Allons à Niamey. Qu'est-ce qui reste après l'éboulement dans la nuit du 17 au 18 juin dernier? Le drame a fait 17 morts, plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels. Un mois après, le train a repris ses activités. Plusieurs habitations sont en attente de démolition. Pourtant, vous allez le voir dans ce reportage de Mamadou Kouassi, d'autres familles ont décidé de rester encore sur le site. Fini les travaux de réfection de la voie ferrée. Le train peut donc reprendre ses passages à cet endroit. Nous sommes sur le lieu du drame qui a frappé la commune d'Aniama le 18 juin dernier. Ce train est le deuxième de cette journée du dimanche 12 juillet 2020. Et selon les ouvriers rencontrés sur le chantier, le trafic s'est ouvert depuis le 8 juillet dernier. Un tour plus bas, nous rencontrons Youssouf Dao et ses frères. Comme plusieurs victimes, ils sont revenus récupérer quelques biens personnels et surtout, ce qui reste encore de leur ancien lieu d'habitation. Les tôles, et puis les frigos, et les affaires, et les fenêtres, les portes là. On a fait monter tout. Ça reste maintenant les petits tables là, les tables et puis les frigos. Non, parce qu'ils ont dit qu'ils ont cassé ici là, c'est à cause de ça. Sinon on n'a pas envie de quitter ici même. Parce qu'on a duré ici, il y a d'autres mecs qui sont, et mais on n'a pas trouvé le coin là-bas. Toutes les habitations ont été décoiffées pour une opération de démolition immédiate. On est venu enlever tôle là, avec porte. On doit partir en l'autre d'abord. On a loué un coin là-bas, on a déposé là-bas. Après, on a gagné une bonne place, on a ramassé pour venir aussi encore. À quelques pas de ce lieu du drame, d'autres familles continuent de lire domicile, tout en bravant les risques d'inondation. On nous a dit des parties que si ça va, on va revenir. Donc, en tout cas, comme l'accident n'est pas arrivé sur notre côté ici, bon, et puis on n'a pas de maison. C'est ça même. Le problème des maisons, même, c'est ça même qui nous fatigue actuellement. On dort ici, mais on n'est pas à l'aise. Donc, c'est par rapport à problème des maisons même qu'on a encore là. Le problème des maisons, même, pour avoir maison, mais c'est très difficile. Donc, nous souhaitons même là, même si nous avons donné le terrain, que nous, on peut se débrouiller pour construire dessus et pour habiter, ça va nous arranger beaucoup. Notre souhait, c'est de quitter ces lieux-là. À la question de savoir si elles n'ont pas peur des risques d'éboulement ou d'inondation, voilà la réponse. Bon, quand il pleut, on a peur, mais vraiment, dans nos coups là, depuis qu'on vit ici, il n'y a jamais eu de problème. Mais le drame qui s'est passé là, on ne sait pas où aller. Donc, on préfère rester. Sur le site, les curieux et autres bateaux se bousculent encore. L'eau même s'est arrêtée ici, mais les gars plantaient riz ici, même tout ça là. Quand on était petits, on venait nager dans l'eau ici. On me parlait même, j'ai vu ça à la télé, si les fils. C'est aujourd'hui même que je suis venu voir ici beaucoup triste. Si tout a été démoli sur le lieu du drame, d'autres actions d'envergure sont prévues par le gouvernement en vue de garantir la vie des populations. Il faut rappeler que c'est le jeudi 18 juin dernier que 17 personnes ont péri dans un éboulement du terrain avec d'importants dégâts matériels dans la commune d'Aniama. Et on se rend à Tiasalé, à un peu plus de 100 km au nord d'Abidjan. La commune sur la voie du développement, le maire Antoine Assalé Tiemoko est à pied d'œuvre. Il vient de rénover un bâtiment dans l'enceinte de la préfecture. C'est un investissement de 30 millions de francs CFA. Et c'est jeudi dernier que le préfet a reçu les clés. Issa Tionayo. Un bâtiment de la sous-préfecture de Tiasalé, comprenant une salle de réunion et un bureau de l'agence ivoirienne de presse AIP, entièrement rénové. Cette œuvre de plus de 30 millions de francs CFA est réalisée par le maire Antoine Assalé Tiemoko avec l'appui des partenaires. Le maire, même si la loi le limite dans certaines actions, a, de par son titre, de par sa qualité, la possibilité d'aller ouvrir des portes avec sa qualité de maire pour apporter ce qui manque à sa commune. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire pour que notre commune, d'ici quelques années, rentre maintenant dans le conseil des grandes communes de Côte d'Ivoire. Heureux de recevoir les clés du bâtiment rénové, le préfet du département de Tiasalé baptise la salle de réunion au nom du donateur Antoine Assalé Tiemoko. Au moment où nous vivons une crise sanitaire qui ne dit pas son nom, voilà un élu qui injecte plus de 30 millions pour la rénovation d'une salle de réunion. Nous lui disons merci et nous lui exprimons toute notre gratitude.
Le maire Assalé Timoko met à profit cette cérémonie pour égrener quelques réalisations depuis qu'il est à la tête de la municipalité de Tiassalé. En 18 mois, nous avons posé beaucoup d'actes. D'abord pour les villages. Nous avons installé des équipements solaires qui sont dotés de télévision et écran plasma et qui sont connectés à un abonnement de télévision qui leur permet aux populations de ces villages-là d'avoir accès à l'information du pays. Ensuite, dans le même village, nous sommes en train de transformer les pompes à motricité humaine en des pompes qui fonctionnent à l'énergie solaire. Et donc, ça permet de limiter les efforts que les femmes font pour avoir de l'eau. Le préfet Vakaba Kone profite de l'occasion pour exhorter tous les cadres à emboîter le pas au maire Assalé Timoko afin de contribuer au développement de la commune de Tiassalé. Et au nord de la Côte d'Ivoire, le plan de riposte économique contre la Covid-19 dans le secteur de l'agriculture continue. Les agriculteurs ont le sourire. Dans le département de Kong, 113 producteurs d'anacarde reçoivent 100 millions de francs CFA. Cette somme vise à les soutenir en cette période de crise sanitaire qui impacte aussi leurs activités. Et puis la Cour pénale internationale a eu 22 ans vendredi dernier. La CPI veut une résilience dans ses efforts pour construire un monde plus juste. Voilà ce qui a marqué la célébration de la journée de la justice pénale internationale. L'événement célébré par la représentation de la CPI en Côte d'Ivoire, elle a fait des dons de masques aux organisations de victimes. Le reportage de Gabriel Zani. 17 juillet 1998, le statut de la Cour pénale internationale est adopté à Rome. 22 ans après, ils sont nombreux dans les rues d'Abidjan à saluer l'avènement de la CPI. Tous ces hommes de droit qui font partie des différents juges dans la CPI, vraiment, je peux dire que c'est selon leurs compétences qu'ils ont été vraiment choisis, qu'ils ont été distingués. Donc, toutes les décisions qu'ils peuvent rendre sont des décisions, je veux dire, non influençables, sont des verdicts de droit. Vu qu'elle n'arrête pas de faire, pas des actes posés et pas des preuves, donc je conclus que la CPI travaille bien. La CPI a parcouru du chemin, mais il reste beaucoup à faire. À la célébration de ce 22e anniversaire, la représentation de la Cour en Côte d'Ivoire se tourne vers les victimes. Au siège de l'instance pénale, la cérémonie débute par une minute de silence pour rendre hommage aux victimes des crimes commis dans le monde. La célébration de cette année intervient dans un contexte où la nature du mandat de la CPI attire la résistance. Et cette résistance montre que la Cour fait une différence. Elle montre aussi que la Cour ne peut être ignorée par ceux qui préfèrent laisser des victimes innocentes à la merci des crimes odieux. Oui, il est du mandat de la Cour de faire obstacle aux atrocités, de s'opposer à elles. Lutte contre l'impunité, réparation pour les victimes, c'est le cœur de son action qui a eu pour ainsi dire un effet dissuasif concernant la commission des crimes dans le monde quand l'on considère les menaces de retrait du statut de Rome émis par certains pays. Les coalitions de l'Afrique francophone appellent incessamment les États africains à ne pas se retirer de la CPI, comme certains dirigeants l'ont suggéré. Certes, la CPI, dans son fonctionnement actuel, est à parfaire, mais c'est ensemble que les États peuvent l'améliorer. Une cérémonie sobre en raison de la crise sanitaire. La représentation de la CPI en Côte d'Ivoire a offert des masques aux organisations des victimes. Nous avons soif de justice et de vérité, mais la CPI ne peut pas réaliser cet objectif sans notre participation. Il faut que nous soyons à côté de cette institution pour parfaire les actions afin de réaliser notre objectif commun. Une action simple pour rappeler aux victimes qu'elles comptent pour la Cour. Résilience dans nos efforts pour construire un monde plus juste. Tel est le thème de la célébration de cette journée dédiée à la justice pénale internationale. Dans le reste de l'actualité au Mali, la délégation de la CEDEAO a achevé sa mission, mais le plan de sortie de crise des experts de l'organisation ouest-africaine n'a pas été accepté par l'opposition. Parmi les recommandations, il y a la formation d'un gouvernement d'union nationale et le règlement du contentieux électoral. La mission ne propose pas le départ du Premier ministre, mais un quota de ministères pour chaque parti, 50% pour le pouvoir, 30% pour l'opposition et 20% issus de la société civile. La priorité de ce gouvernement serait l'accord de paix d'Alger et les problèmes de gouvernance.
Et puis au Sénégal, les appartements de Bibo Bourgi sont désormais mis en vente par l'État sénégalais. Co-accusé de Karim Wade, l'homme d'affaires, avait écopé de 5 ans de prison en 2015. Une condamnation pour complicité d'enrichissement illicite avant d'être gracié par le président Macky Sall un an plus tard. Mais les sanctions financières et les confiscations de biens ont démarré jusqu'à aujourd'hui. Son avocate se dit choquée et dénonce un procès politique. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retenons que la vie nous réserve de belles surprises. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Dieu voulant, on se retrouve demain.